Oui, merci Mona et bonjour à tous. Quelques mots rapides pour lancer le débat sur ce qu'à RPS on appelle le fédéralisme différencié et qui, vous pouvez l'imaginer, est très très loin de la réforme qui est en train d'être concoctée au Parlement. Mais bon, sur la réforme et les détails, Paul nous en parlera tout à l'heure de manière plus précise. Simplement pour vous situer un peu les grandes lignes de cette revendication qu'on appelle le fédéralisme différencié, je vais dire quelques mots. D'abord, une première remarque, c'est pour dire que ce concept de fédéralisme différencié, qu'on appelle aussi parfois fédéralisme asymétrique, je pense qu'il y a quelques rapports, pour ce qui est de l'histoire de l'RPS, avec la Bretagne, parce que c'est un peu ici que je crois que ça s'est forgé, n'est-ce pas, Christian? Mais bon, voilà. Ceci étant dit, c'est quelque chose d'assez fondamentalement différent des réformes qu'on nous concocte sur les deux points qui sont, un, le fédéralisme, et deux, différencier, la différenciation. Quand on parle de fédéralisme, ça veut dire qu'on conçoit la République française d'une manière complètement différente de la centralisation actuelle, que la perpétuation de ce qui existe depuis la Révolution française et même depuis l'Ancien Régime. Donc fédéralisme, ça veut dire qu'on va donner à des collectivités territoriales, pour nous ce sont les régions, un statut avec des compétences et des moyens qui leur permettent d'avoir un pouvoir, un véritable pouvoir, et qui peut être un pouvoir législatif et qui n'existe pas et dont on est extrêmement loin ici. Et ça, l'organisation fédérale, telle qu'on la connaît en Allemagne par exemple, telle qu'on la connaît dans d'autres États du monde, vous imaginez bien qu'on en est très loin. On aurait pu penser qu'il y avait une étape intermédiaire, c'est ce qu'on appelle la régionalisation. Parce que pour l'instant, on nous parle d'acte 3 de la décentralisation. En fait, moi j'ai l'habitude de dire que la décentralisation, depuis qu'on en parle en France, depuis même les années 82-83, la décentralisation de faire, ça n'est rien d'autre, quand on y réfléchit un peu, quand on regarde dans le détail ce qui se passe, ça n'est rien d'autre qu'une adaptation de la centralisation jacobine à l'heure, je disais à une certaine époque, du TGV, à l'heure de l'Internet aujourd'hui. Donc on n'avance pas. On ne peut pas dire qu'on recule à certains moments, parce que quand vous accélérez les communications à l'intérieur du grand territoire de la République, eh bien, forcément vous rendez plus dépendantes les parties du territoire qui jusque-là étaient extrêmement éloignées du pouvoir parisien. On les a rapprochées et maintenant on fait semblant de dire qu'on va leur donner plus de poids. En réalité, donc, on est très très loin. Il n'est même pas question d'une régionalisation ici. C'est ce qu'on avait espéré jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ces jours-ci. Maintenant, on a à peine entendu le début, Mona le rappelait à l'instant, du discours de Marie-Lise Lebranchu, qui a complètement enterré la régionalisation à travers un point particulier, qui est par exemple la possibilité d'avoir des schémas régionaux prescriptifs. Elle l'a dit, les schémas régionaux prescriptifs, même sur le plan, par exemple, du développement économique, qui est une des compétences que personne ne nie, personne n'envisage de ne pas la donner à la région. Elle a dit tout à l'heure que le principe constitutionnel de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, que ce principe s'opposait à la mise en place de schémas prescriptifs. Ce qui est faux, juridiquement parlant. Je crois qu'il y a un juriste dans la salle, on m'a dit tout à l'heure, mais ce qui est faux juridiquement parlant, parce qu'il suffirait par exemple de dire que la compétence en matière économique est attribuée exclusivement à la région. Et à ce moment-là, si les autres collectivités n'ont pas la compétence économique, il n'y a pas de tutelle des autres collectivités. Oui, j'en vois plusieurs juristes. Il n'y a pas de tutelle d'une collectivité régionale sur les autres collectivités qui n'ont pas la compétence. Mais bon, je vous rappelle aussi qu'on a, dans les avancées, on était favorable, je crois, à l'RPS, on a rétabli la clause de compétence générale. Et quand on rétablit la clause de compétence générale, évidemment, toutes les collectivités ont la compétence économique. Et donc, à ce moment-là, ça va servir d'argument pour le principe de non-tutelle, pour refuser la mise en place de schémas prescriptifs. Donc voilà, les régions vont élaborer des schémas, ce sera plaisant, amusant, on va passer du temps là-dessus, mais ça ne servira à rien, puisque de toute façon, les autres collectivités ne seront pas obligées de s'y soumettre, et donc la concertation entre les collectivités qui est prévue ne va pas servir à grand-chose, chacun pourra repartir avec ses propres convictions. Voilà, donc moi je dis, ça, le fédéralisme, ça suppose, c'est ça, c'est l'idée, c'est aussi, je voudrais rajouter un deuxième aspect sur cette première, deuxième aspect sur ce premier point, le fédéralisme différencié, c'est quand même se mettre à l'heure européenne, en grande partie. C'est-à-dire que les autres États d'Europe, les États un peu importants, n'ont rien d'équivalent du point de vue de la centralisation administrative telle qu'on la connaît en France. Pensez à l'Allemagne, pensez à l'Espagne, pensez même à la Grande-Bretagne avec les dévolutions qui se sont faites récemment vis-à-vis de l'Écosse ou du Pays de Galles. La France est en retard sur ce terrain-là. Et donc nous situons dans une optique qui est celle de se mettre au diapason de l'Europe, parce que
parce que, non seulement parce que ça nous intéresse du point de vue du fonctionnement de nos sociétés, mais aussi parce que l'option européenne fait partie de nos fondamentaux. Nous ne sommes pas des régionalistes repliés sur nous-mêmes, nous sommes des régionalistes pro-européens. Pas pour une Europe des régions et des peuples solidaires, et François nous en dira un mot, j'imagine, tout à l'heure. C'est pour cela qu'il faut que la France évolue. Si la France n'évolue pas, ça pose des problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais imaginez par exemple qu'un État comme Malte a plus de poids que la Bretagne en Europe. Quand nous parlons d'Europe, quand nous demandons un véritable fédéralisme, une véritable régionalisation comme première étape, c'est dans l'espoir de faire en sorte que les régions, ces collectivités territoriales de plein exercice, puissent participer au processus de décision en Europe. Vous imaginez bien que le processus de décision en Europe, nous ne l'avons pas, il n'est pas question de nous attribuer un quelconque pouvoir normatif aux régions, donc on est très loin de cette idée-là, et ça pose un problème quand même, comme pourquoi Malte et d'autres petits États de l'Union européenne à qui il ne s'agit pas d'enlever le droit de participer aux décisions en Europe, pourquoi ces minuscules territoires peuvent participer au processus de décision quand nous n'y avons pas droit. Ça c'est l'aspect, disons, fédéralisme. Et puis il y a l'aspect différenciation, qu'on appelle aussi, je le disais tout à l'heure, parfois le fédéralisme asymétrique, différencié. Ça veut dire que, dans les collectivités qui pourraient se voir attribuer des compétences de la part de l'État avec un pouvoir normatif, toutes n'auraient pas forcément le même pouvoir. C'est-à-dire, en France, on imagine toujours que l'égalité suppose l'uniformité. Et donc nous prenons une possibilité de dévolution des compétences et des moyens de manière différenciée, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que veulent les régions, des besoins qu'elles peuvent avoir. Il y a, je crois, un exemple qui est le plus évident pour tous, c'est l'exemple de la politique linguistique et culturelle en faveur des langues minorisées. Ici, en faveur du breton, chez moi, en faveur de l'occitan, il est bien évident que ça ne concerne que les régions qui ont une langue régionale. Vous allez me dire, mais oui, mais ça existe déjà le fédéralisme différencié. Parce que, par exemple, dans les textes actuels qui s'appliquent, la gestion des ports, de certains ports, en tout cas, je ne sais pas si c'est pour tous les ports, mais elle est prévue pour la part des régions. Évidemment, en Auvergne, la région Auvergne ne fait pas de gestion des ports. Donc on pourra dire, voilà, elle n'a pas les mêmes compétences, sur le papier elle a les mêmes, mais dans la réalité elle n'a pas. Si ce n'est pas ça le fédéralisme différencié que nous prenons, c'est un fédéralisme donc avec une dévolution adaptée aux nécessités, aux besoins de gestion des territoires. Et donc certaines régions pourraient demander à bénéficier de compétences qui n'intéresseraient pas d'autres régions. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que ça, théoriquement, c'est à la fois possible et impossible en France. C'est à la fois possible et impossible dans le système juridico-politique actuel, parce qu'aujourd'hui, on a créé, c'est la réforme de 2008, je crois, je ne me souviens plus exactement, il y a tellement de réformes qui n'ont pas apporté grand-chose, on a accordé un droit à l'expérimentation aux collectivités locales. Les collectivités locales, certaines collectivités locales, pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, peuvent demander un transfert de compétences de la part de l'État à titre expérimental. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que les collectivités, la Bretagne peut le faire par exemple, simplement ça n'est possible d'après la Constitution actuelle que dans la mesure où il y a une possibilité de généralisation ensuite aux autres régions. Ce qui fait que si cette possibilité de généralisation n'existe pas, le transfert de compétences ne peut pas avoir lieu. Voilà pourquoi on est très très loin là aussi du fédéralisme différencié. Voilà, je voulais simplement vous dire que ce sont les grandes lignes de ce que nous souhaitons. Je répète qu'on est très loin aujourd'hui avec ce qu'on a entendu de la part de la responsable Marie-Lise Lebranchu, enfin, elle a assisté au début de son discours, mais c'était clair. Je crois quand même que tout n'est pas perdu d'avance, c'est-à-dire que ça met longtemps, les choses vont mettre un certain temps, mais il y a quand même une revendication qu'on peut sentir monter de la part des autorités régionales. C'est-à-dire le discours de l'ARF aujourd'hui, c'est un discours qui quand même pose certaines questions, qui embarrasse le pouvoir. Moi, je crois que ce qu'on peut reprocher au pouvoir socialiste, c'est que dans ce domaine de la politique territoriale et de la politique de régionalisation, appelons-la comme on voudrait qu'elle s'appelle, ce qu'on peut reprocher au pouvoir actuel, c'est de mettre en avant, enfin, de se servir des contraintes financières et budgétaires aujourd'hui pour ne pas évoluer. Alors que ça aurait pu être exactement le contraire. On aurait pu supposer qu'il aurait pu dire, voilà, on est devant des contraintes budgétaires, et donc on a un certain nombre d'années difficiles à passer, 1, 2, 3 ans à passer, mais bon, on vous donne des perspectives en faisant des réformes qui ouvrent des horizons nouveaux.
Et ça, c'est le logiciel des responsables politiques actuels du Parti socialiste, même si nous travaillons avec eux, qui est loin d'être révisé et qui a besoin d'être largement révisé. Je sais qu'en Bretagne, vous y avez participé avec le débat sur la décentralisation au Conseil régional, mais ailleurs, ce n'est pas évident du tout. Regardez, c'est ce qui se passe aussi souvent à propos des langues régionales, dont François pourra nous parler et dont David Broclot pourra nous parler aussi tout à l'heure. Voilà, on m'a dit que j'avais épuisé mon temps de parole, je vais essayer de m'en tenir à cela. Merci. Merci Gustave.